nom de tous les Congolais. Bien, chers compatriotes, je suis un peu désolé pour ma voix parce que j'ai ramené une grosse grippe de New York là-bas. Leur clim, mais ça va, donc je me sens de nouveau d'attaque. Voilà, j'avais tenu à vous rencontrer. C'est dommage, malheureusement, la salle elle ne peut pas contenir tout le monde. J'ai appris qu'on a dû refuser du monde. Ce n'est pas grave. C'était quelque chose d'assez rapidement organisé. Donc la prochaine fois, on essaiera de faire beaucoup plus large. Donc je tenais à vous voir, évidemment, parce que comme en 2018, avant d'aller à la bataille, je suis parti d'ici. Ah ouais. Et j'ai reçu votre bénédiction. Voilà. Ouais. Et j'avais ramené la victoire. Voilà. De la même manière, en 2023, je pars d'ici et j'espère avec votre bénédiction. Mes très chers compatriotes, comme vous le savez, comme je l'ai dit, il va y avoir une grande bataille électorale. Ce n'est plus un secret, mais je l'annoncerai officiellement lorsque je serai à Kinshasa, par hommage d'abord à notre peuple et priorité à notre peuple dont la majorité se trouve au Congo. Donc je l'annoncerai officiellement là-bas, mais bon, vous le savez, que ce soit par votre volonté, que ce soit par ma propre volonté par rapport à ce que nous avons commencé à faire dans ce pays, je vais redemander la confiance de nos compatriotes. Cette confiance, je vais la demander parce que je crois que avec le soutien de nos compatriotes, et évidemment le soutien de Dieu, nous allons réussir à sortir notre pays du gouffre. Le gouffre dans lequel on a plongé depuis de nombreuses années. À commencer déjà par la situation sécuritaire. Vous savez que c'est depuis 1994 que la République du Zaïre, à l'époque devenue ensuite la République démocratique du Congo, tire le diable par la queue. Parce que nous avons eu le malheur d'ouvrir nos portes à nos frères voisins qui subissaient les affres du génocide. Et depuis lors, les malheurs se sont invités dans notre pays. Nous n'avons cessé de compter nos morts dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à la diplomatie efficace, volontariste et surtout intelligente que nous avons menée, je suis vraiment en mesure de vous dire que la situation est en train de changer en notre faveur. Je peux vous dire que ce n'est plus qu'une question de moi. Suivez ça avec moi et vous me donnerez raison. Je ne peux pas en dire plus à ce stade, mais je suis convaincu de ce que je dis et ce que je fais.
cette situation de nos malheurs, dans quelques mois, elle sera derrière nous et dans nos mauvais. Et donc, cela, pour que ça réussisse, ça doit passer par ma réélection. Ouais. Sinon, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui reprendront le dessus. Voilà. Avec la complicité de certains des nôtres ou qui se disent des nôtres. Certains qui se disent congolais alors qu'ils sont en intelligence avec l'ennemi, le fossoyeur, l'auteur de nos malheurs. Et donc nous avons le devoir de tous nous lever pour combattre ces ennemis de la République. C'est vrai, nous sommes dans une démocratie, mais on ne doit pas profiter de la démocratie pour faire du tort au peuple en complicité avec nos ennemis. C'est pour ça que j'avais dit en son temps, c'était un Mbujimayi, certes je suis démocrate, mais je n'hésiterai pas à écraser ceux qui vont mettre en péril la sécurité et la paix. La stabilité et la sécurité de notre pays. Oui. Et je vais le faire sans regret, sans remords. Oui, c'est comme ça. La réflexion est autorisée. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un sanguinaire, mais pour défendre mon peuple, défendre notre dignité, je suis prêt à tout. Je crois qu'ils ont reçu le message et ils n'ont qu'à bien se préparer. Ensuite, ce qui m'a animé, la volonté qui m'a déterminé à regagner, à redemander votre confiance, c'est le travail que nous avons commencé à faire aussi. Parce que, comme vous le savez, notre pays est vraiment au fond du trou, dans tous les domaines. C'est en tout cas dans cet état-là que nous l'avions trouvé. Au niveau économique et social, vous le savez, les salaires étaient dérisoires. Nous avons commencé à les élever, bien que, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail là-dedans, mais nous sommes passés en tout cas du simple au triple dans certaines catégories, comme celle des enseignants, voire au quadruple dans d'autres, comme avec les fonctionnaires. Nous avons aussi augmenté les salaires, la solde de nos militaires. De ce côté-là, nous avons même amélioré certaines de leurs conditions de vie. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le gouffre était important. Mais nous avons commencé à faire un travail qui demande à continuer à être parachevé. Sur le plan social, nous avons, comme vous le savez, pris cette décision. Je me souviens en 2019, lorsque je l'avais décrété, nous étions encore dans cette fameuse coalition FCC-Cash. Nos amis du FCC nous disaient, c'est de la folie, vous n'y arriverez jamais, la gratuité de l'enseignement. Vous vous souvenez? Eh bien, aujourd'hui, c'est une réalité. Et elle a eu pour conséquence de ramener près de 5 millions d'enfants dans le parcours scolaire, principalement des jeunes filles qui avaient été laissées à l'abandon, condamnées à ne jamais être scolarisées et à être mariées peut-être à l'âge de 12 ans, 13 ans. Grâce à cela, maintenant, elles peuvent aller à l'école. Mais comme je l'ai dit, le combat continue parce que cette mesure nous a mis en difficulté par rapport à son succès. Nous sommes obligés de multiplier les infrastructures scolaires, ce que nous avons commencé à faire à travers le programme de développement local, celui dit des 145 territoires. Un programme qui consiste en réalité à développer notre pays à partir de la base. Parce que vous devez sûrement l'avoir entendu, ils sont en train de se dépeupler.
alors que jadis, c'était les milieux qui étaient centres urbains, et les gens étaient fiers de rester dans leur territoire, dans leur village. Moi, je me souviens, en 1983, de 83 à 84, à l'époque du régime du maréchal Mobutu, nous avions été contraints, parents et enfants, à être relégués au village. Nous sommes restés quasiment une année scolaire parce qu'on ne pouvait pas aller à l'école, on nous avait interdit de choses, mais nous vivions heureux, malgré cette difficulté. Il y avait à manger à gogo, il n'y avait pas de famine dans nos villages. Il y avait vraiment de l'abondance. Et nous voyons les mamans qui étaient organisées chaque semaine, elles allaient à Mbujimaï avec les produits agricoles, les vendre sur les marchés de Mbujimaï, donc inonder les centres urbains et ramener les produits que l'on ne trouve pas dans les villages et qu'on fabrique ailleurs au village. Donc c'était vraiment un commerce qui nourrissait tout le monde, que ce soit dans les centres urbains comme dans les villages. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Les jeunes sont partis par désespoir dans les centres urbains et là-bas, face au chômage, au banditisme, que sais-je encore, beaucoup d'entre eux ont choisi d'aller à l'étranger ou dans les mines, risquer leur vie alors qu'ils pouvaient avoir un autre destin parce qu'ils avaient étudié, ils pouvaient servir leur communauté. C'est pour ça que ce programme va beaucoup nous aider, d'abord à garder nos populations dans les milieux où elles vivent, à développer ces milieux et peut-être même à faire revenir ceux qui étaient partis vers les centres urbains, qui n'ont plus rien à faire là-bas et qui peuvent ramener leur expertise, leur expérience dans ces centres urbains. Et donc, nous allons développer les 145 territoires en y fabriquant des infrastructures scolaires, sanitaires, d'abord en mettant aussi l'administration, parce que bientôt, vous allez voir, on va commencer l'identification de la population. Il faut que dans tous les lieux de la République, il y ait des administrations pour désormais gérer les Congolais, savoir à combien nous sommes finalement. Exactement. Et voilà comment nous allons petit à petit aller vers le développement de notre pays. Il va commencer à la base, tout le monde va s'y mettre et nous allons petit à petit comme ça créer de la richesse, des moyens. On va relier notre pays parce qu'il y a un programme de construction de routes de dessert agricole, mais aussi de routes pour évacuer les denrées. Il y a un programme d'attribuer une brigade agricole et une brigade routière à chaque territoire pour favoriser justement ces productions et entretenir les routes. Et aussi, enfin, adduction d'eau et de l'électricité, parce que sans cela, on ne peut pas espérer au développement. On va le faire comme ça dans 145 territoires. Il y a un engouement formidable. J'ai été vraiment touché d'apprendre que dans d'autres de nos territoires, ils n'ont jamais vu ça. C'est la première fois. Quand vous regardez les centres de santé qu'il y avait là-bas et ce qu'on fait maintenant, c'est impressionnant. Ça demande à continuer, nous allons continuer. Et je vais commencer une première itinérance, là, à mon retour déjà, la semaine prochaine, je vais commencer à aller voir là où ça a marché, là où ça traîne encore pour essayer de booster, comme j'avais fait pour la petite histoire il y a quelques mois pour la francophonie. Je me suis mis derrière tous ces... Merci, Béton. Dans notre pays, donc il faut qu'on soit encore derrière les gens pour faire avancer les choses. On ne va pas renoncer à ça. Alors, il y a aussi, depuis peu, c'était encore un de mes vœux, le déclenchement de la couverture santé universelle. Donc, comme ici, nous avons vécu ici en Belgique, vous savez, avec la mutuelle. En Belgique, on ait de l'argent ou pas, quand on est malade, on est soigné.
C'est quelque chose qui m'a énormément marqué dans ce pays, qui n'a pas de minerais, qui ne produit pas de cuivre, de cobalt, qui n'a pas près de 100 millions d'habitants, mais qui le fait. Donc ça veut dire que pour nous, c'est possible. Il suffit simplement de commencer et d'y croire. Et c'est ce que nous avons fait. Alors nous avons privilégié la catégorie mère-enfant, parce que c'est la plus vulnérable, c'est là qu'on trouve le plus grand taux de mortalité dans notre population, en déclenchant le processus d'accouchement gratuit. Mais en fait, ces consultations prénatales d'abord, accompagnement de la maman, pendant l'accouchement et après encore pendant un mois. Et on en profite aussi pour donner des consultations de planning familial, parce qu'en même temps, il faut éduquer la femme à ne pas commencer Petit à petit, nous passerons à d'autres provinces. Je crois que c'est d'ici un mois maintenant que nous allons élargir à 13 provinces et puis finalement, d'ici la fin de l'année ou bien au début de l'année prochaine, il y aura tout. La mesure s'appliquera sur tout l'ensemble du territoire national. Donc nous allons pouvoir aller de l'avant. Et au-delà de ça, on verra dans d'autres pathologies, pour d'autres catégories aussi, comment nous allons généraliser cette mesure. Merci, Béton. Le but est de soigner tous les Congolais de la même manière, qui est égalité, accès à tous et à toutes. Il y a aussi une autre difficulté que nous avons trouvée en arrivant, c'est-à-dire cette situation qui consistait à voir toutes nos richesses minières prendre des destinations inconnues, enrichir ceux qui les exploitaient et nous laisser toujours dans notre situation de pauvreté. Lorsque je suis arrivé aux affaires, c'était la situation que j'ai trouvée. Malheureusement, pendant 2 ans, nous avons passé notre temps avec nos amis du FCC à patauger, parce qu'ils ne voulaient pas que ce qu'on prenait comme décision soit salvateur pour le pays. Et donc, il fallait que nous échouons. Et bon, c'est ce qui a amené d'ailleurs au divorce. Mais lorsque nous sommes restés seuls, on a pu avoir des coudées franches et la possibilité donc d'étaler, de déployer notre politique qui donne vraiment aujourd'hui des résultats. Nous avons commencé donc par la révision de tout ce qui avait été fait, signé comme contrat. Les plus importants, comme vous le savez, c'est avec des entreprises chinoises. C'est le pays qui a le plus investi dans ce domaine dans notre pays, c'est $1 milliard. C'était dur, mais on s'est battu, on les a amenés finalement à comprendre que ce qui se passait avant, ça n'a plus lieu d'être. Que maintenant, on doit tourner la page et commencer une autre sorte de partenariat avec eux. Le message est très bien passé. Une des firmes les plus importantes, un des plus gros investisseurs, le TFM, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui a accepté de rendre à la République près de 2 milliards 300 millions. Du côté de Sibomine, l'autre grand, c'est la fameuse entreprise des contrats chinois, qui symbolise les contrats chinois. Les discussions vont bon train, on va très bientôt atterrir, et ce qui est déjà gagné, c'est qu'ils vont augmenter leurs investissements à 6 milliards de dollars. Donc ça signifie que nous sommes dans le bon et que tout le monde accepte de rediscuter tout cela en partenaire pour que finalement
cette coopération avec eux soit gagnant-gagnant. La bonne nouvelle aussi, c'est que nos amis américains montrent de plus en plus d'intérêt dans ce domaine, déjà des mines, et dans d'autres domaines aussi, donc de retour en République démocratique du Congo. Ça aura pour effet d'abord de multiplier nos partenaires, de diversifier ceux-ci, et surtout de sécuriser notre pays parce qu'ils auront leurs investissements chez nous. Ils auront intérêt à ce que la stabilité et la sécurité règnent dans notre pays. Donc nous sommes sur la bonne voie là-dessus et je crois que dans les mois qui viennent, nous aurons à en parler. Les Américains sont très enthousiastes. J'ai rencontré quelques responsables à New York qui m'ont répété encore leur désir d'être aux côtés des Congolais dans cette compétitivité, jouer franc jeu avec tout le monde et pour le bien de nos populations respectives. Donc, de ce côté-là, c'est le Congo qui en sortira gagnant parce que ma vision a toujours été celle de dire nous voulons des partenariats, mais des partenariats qui nous satisfassent tous, qui soient gagnants-gagnants. Combien de partenaires donc voilà, mais vous voyez que vous comprenez que pour que tout ça puisse marcher comme il se doit, nous devons avoir un pays qui soit capable de se prendre en charge par rapport à sa propre sécurité. Parce que la raison principale de nos malheurs, ce sont nos richesses. Voilà pourquoi d'ailleurs, moi j'ai voulu, je m'appuie beaucoup sur ce slogan de la revanche du sol sur le sous-sol, parce que j'étais un petit peu effrité par ces malheurs que nous n'arrivons toujours pas à juguler, et je me suis dit, ben, si on va peut-être dans l'agriculture, qu'on développe l'agriculture, surtout qu'on a beaucoup d'atouts dans ce domaine, nous allons peut-être réussir à avoir les moyens de nous protéger par rapport à nos richesses minières. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de l'agriculture, avec un programme de transformation. Donc non seulement nous allons développer l'agriculture, mais nous allons aussi développer l'industrie pour que nos produits ne soient pas directement évacués comme ça, mais puissent être transformés sur place, créer de la richesse aussi et de l'emploi, et puissent contribuer à la lutte que nous menons actuellement contre l'insécurité alimentaire. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, comme vous savez, qui meurent encore de malnutrition, beaucoup de nos populations qui sont en sous-alimentation, alors que nous avons près de 120 millions d'hectares de terres arables. Et nous vivons d'importation comme si chez nous c'était impossible de produire tout ce que nous importons. Et c'est ça, cette tendance que nous voulons inverser. Et que nous allons réussir à inverser. Parce que le programme est ambitieux et les engins sont commandés. Vous allez voir, quand ça va commencer à arriver, ça va être impressionnant. Et je pense que c'est au cours de la session parlementaire en cours, qui vient de commencer là, depuis le 15 septembre, que l'on va revoir cette loi agricole qui empêche quand même que des investisseurs étrangers puissent venir à nos côtés parce qu'elle les contraint d'être minoritaires. Même s'ils apportent leurs investissements, ils restent minoritaires par rapport aux Congolais dans une joint venture. Et ça, je trouve que ce n'est pas très incitatif pour les investisseurs. Donc, ça va être revu, je pense, si tout va bien, au cours de cette session qui est budgétaire essentiellement, mais qui pourrait s'y pencher. Donc, et là, nous allons avoir maintenant une possibilité de mobiliser plusieurs ressources dans ce domaine. Et donc, je vous disais que pour tout ça, il faut donc pouvoir protéger notre pays.
Et c'est pour ça que depuis peu, nous avons commencé aussi un programme pour monter nos forces de défense et de sécurité en puissance. Nous sommes aujourd'hui à même, en tout cas, de bloquer ce que vous avez vu là-bas. Donc, ceux qui ont pensé qu'ils allaient prendre le Goma comme ils l'ont fait à l'époque, en 2012. Aujourd'hui, ils sont en train de revoir leurs calculs. Et ils sont très au fait parce que vous savez, ils nous ont tellement infiltrés pendant toutes ces années qu'il y a de nos compatriotes qui jouent encore à ce jeu. Il y en a qui ont réussi à neutraliser, d'autres passent encore à travers les mailles du filet, mais plus pour longtemps. Mais ils renseignent nos adversaires de ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'armée. Et comme ils ont pris peur, ils ont commencé à devenir paranoïaques et penser que nous avons un programme pour les attaquer. Et pourtant, vous le savez, moi, depuis que je suis là, j'ai toujours promu la bonne entente, la bonne coopération avec tous nos voisins, mais même au-delà de nos voisins. La guerre, ça m'intéresse très peu, parce que la guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle termine. Et moi, je n'en veux pas, parce que mon pays a tellement de besoins, tellement de difficultés que nous avons d'abord le devoir de mobiliser tout ce que nous avons comme ressources pour le mettre justement dans ces besoins de nos populations, de notre pays. Mais c'est vrai, ça n'exclut pas le fait de mobiliser des ressources pour se défendre et d'en mobiliser aussi pour faire la guerre, parce que si on continue à nous déranger, il faut qu'on fasse la guerre pour avoir la paix. Je tiens à remercier vraiment, principalement, les États-Unis d'Amérique. Toujours. Parce que leur implication a permis d'éviter, je veux dire, l'embrasement de la région. L'embrasement surtout de la situation actuelle. Ils ont mis beaucoup de pression et aujourd'hui, Dieu merci, ils commencent même à prendre des sanctions, comme nous le demandions, contre cet agresseur injuste et barbare, pilleur de nos ressources et qui les pille en nous laissant des malheurs par la violence et la destruction de tout ce que nous avons et de nos populations aussi. Donc je suis vraiment heureux de vous dire que les États-Unis sont en pointe pour nous éviter cela. Mais vous devez le savoir, aujourd'hui, nous avons une armée qui est encore en réforme, en changement. Mais les jeunes ont répondu nombreux à mon appel. Nous sommes presque à la fin de la formation de 40 000 hommes. Ouais, dans trois grands centres, donc c'est à Kitona, à Kamina et à Kisangani, où l'on forme tous ces jeunes, et c'est de la formation de pointe, qui au bout va leur donner aussi des équipements de pointe. Nous renforçons nos forces aériennes et notre force navale. Donc comme je vous le dis, dans quelques temps, ceux qui viendront se risquer encore à de l'aventurisme. Encore à de l'aventurisme en République démocratique du Congo regretteront d'être nés. Au sujet même de ce conflit, il faut que je vous l'explique. Vous avez comme l'impression que ça traîne, c'est à l'arrêt, mais ne vous en faites pas. Il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien qui est à l'arrêt. Dites-vous bien que ça fait 30 ans que ça dure. Ce n'est pas en une année maintenant, parce que la crise elle a commencé en 2022 par l'agression du Rwanda. Donc ce n'est pas en une année que ça va se résoudre.
cette agression était un malheur, mais pour un bien pour nous. Parce que si elle n'avait pas eu lieu, nous n'aurons pas su ce que nous savons et que nous dénonçons aujourd'hui, et qui fait très mal à l'ennemi. Il faut du temps, parce que l'ennemi avait pris le temps d'installer sa stratégie, basant d'abord celle-ci sur la commisération de la communauté internationale, qui s'était prise de pitié pour le Rwanda après le génocide. Ils ont donc profité de tous ces soutiens. Et ensuite, vous savez, ils ont renversé le régime de Kinshasa de l'époque, de Maréchal, ont pris donc la place de ce dernier à travers le régime de l'AFDL. Malheureusement, le défunt Laurent Désiré Kabila l'a compris très bien, mais trop tard, malheureusement. Et donc, il a été assassiné, vous le savez. Et donc, le Rwanda, à ce moment-là, avait déjà pris racine dans notre pays. Et pour bien s'ancrer dans le pays, il a développé des complicités dans la communauté internationale à travers des multinationales et bien d'autres choses, au nom de nos richesses, en vendant nos richesses. Malheureusement, le régime de mon prédécesseur, l'histoire le saura, l'histoire le jugera, moi je ne suis pas là pour le juger, n'a pas su endiguer cela. Et donc, Paul Kagame, pour ne pas le citer, a pris de l'influence dans l'Est de la République démocratique. En fait, l'Est de la République démocratique du Congo n'avait de nord Kivu, sud Kivu, Maniema que le nom. En réalité, c'était une terre de privilèges et qui appartenait au Rwanda. Pas au Rwanda, je ne veux pas parler du pays, au régime Kagame. Parce qu'ici, je le redis encore, n'en voulez pas aux Rwandais. D'ailleurs, ils sont en majorité contre ce régime. Je peux vous l'assurer. C'est Paul Kagame et sa clique qui se sont organisés pour punir d'abord les Rwandais, leurs propres frères, et pour nous punir en nous remerciant en monnaie de singe, merci, d'avoir sauvé une grande partie de nos frères rwandais qui fouillaient les massacres. Donc c'est vous dire que nous avons pendant près de 30 ans été absents de tous ces grands rendez-vous internationaux dans lesquels le Rwanda parlait en notre nom et mentait sur la situation du Congo. Et il a pris notre place. Les gens, ne nous voyant pas, ne nous entendant pas, ont cru que Kagame avait raison dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, Dieu merci, nous commençons à leur ouvrir et les yeux et les oreilles. Soleil. Et ça va changer. Donc, voilà donc ce que je pouvais dire pour cette situation de l'Est avec le M23 qui en fait n'est qu'un pantin. Le M23, c'est le Rwanda qui est derrière, qui nous attaque et fait semblant de maquiller ça en un conflit congolais, inter-congolais, et veut que nous négocions avec ces pantins-là. En réalité, c'est pourquoi? C'est pour refaire la même chose dans quelques années. Ces pantins vont venir, ils discutent avec nous, on conclut des accords, ils rentrent dans nos institutions, ils deviennent des espions de Kigali, et le moment venu, ils donnent le signal, et puis on invente une autre rébellion qui revient encore avec d'autres revendications. Et tous ces gens, on les prend où? On les prend dans les réfugiés. Si vous
parlé ici du génocide de l'époque, le génocide rwandais, en 1994, il y avait des populations Tutsi au Congo. Et lorsque ceux qui fouillaient, qui étaient des Hutus, qui fouillaient, après, parmi eux, il y avait des génocidaires, évidemment, pas tous, mais il y avait des génocidaires. Donc quand ils ont fui, ils sont rentrés dans notre pays. Souvenez-vous d'ailleurs de cette polémique qui consistait à dénoncer des gens qui viennent comme réfugiés, mais armés. Et on ne les a pas désarmés, on les a laissés sur ordre de la communauté internationale de rentrer. En fait, c'était parce qu'il y avait des agendas cachés. On voulait peut-être les préparer à refaire la guerre de l'autre côté. Puis il y a eu cette guerre d'influence qui a fait que eux ont perdu et nous avons dû subir tous les affres de leur défaite. Et pendant qu'ils étaient au Congo, ils ont commencé aussi à massacrer des populations Tutsi qui ont fui, qui sont retournés vers le Rwanda. Et que le Rwanda n'a jamais intégré. Que le Rwanda a bloqué en disant vous êtes des Congolais, vous devez rester là-bas. Mais en fait, ce n'était pas la vraie raison. C'est vrai, c'est peut-être des Congolais, certes, mais la vraie raison, c'était de les mettre dans une situation de dépendance interminable. Parce que c'est dans ces populations-là qu'ils vont toujours chercher les combattants qui nous font la guerre. Tous ces gens des M23 et tout ça, quand vous les entendez, vous verrez, ah oui, on ne veut pas de nous là-bas. Pourtant, nous, on est de là-bas, on est né là-bas, on a grandi là-bas, on nous a chassés de là-bas. Parce que c'était ça la manipulation. Voilà pourquoi j'étais parti au mois de février de cette année à Genève pour dénoncer cela, mais aussi rencontrer le haut-commissaire pour les réfugiés et lui dire, bon, moi je veux mettre fin à cette histoire. Nous allons prendre nos chefs coutumiers, nos administrateurs, nous allons regarder réfugié par réfugié qui était au Congo à l'époque, qui en avait été chassé, etc., pour ramener tous ces gens au Congo et ôter au Rwanda ce prétexte qu'il brandit tout le temps de dire « Ah, ils ne veulent pas de leurs compatriotes ». C'est totalement de la manipulation. Et c'est sur cette manipulation que le Rwanda a basé sa stratégie de destruction de la République démocratique du Congo. Comme si nous avions causé des malheurs à Paul Kagame. Or, je me souviens, j'ai déjà vu des images de Paul Kagame avec le maréchal Mobutu. Donc ça veut dire que le maréchal Mobutu, qui était connu comme un ami très proche de l'ancien président Habyarimana, recevait quand même Paul Kagame. Alors, au nom de quoi, de quelle vengeance peut-on nous faire subir tant de difficultés, de misère? Pour quelle haine qu'il a comme ça contre nous? Mais bon, tant pis pour lui, il n'a qu'à s'en sortir avec ses sentiments de haine, mais nous ne voulons plus de ça chez nous. Nous voulons nous en débarrasser et nous allons nous en débarrasser. Ces M23-là, comme je vous l'ai dit, il n'est absolument pas question de parler avec eux. J'ai dit à tous ceux qui m'en ont parlé qu'il y a un processus, il y a un médiateur, l'ancien président kenyan, ou Kenyatta, il y a le président Joao Lourenço de l'Angola qui aussi fait de la médiation à sa manière, désigné par l'Union africaine. C'est à eux de prendre langue avec ces bandits-là, pas à nous. Nous avions initié un processus à Nairobi, où nous avions même commencé à recevoir les groupes armés, y compris le M23. Mais eux, au moment où on était, ils avaient envoyé une délégation à Nairobi, ils ont commencé la guerre sur le champ de bataille, sur le territoire national. C'est là que nous les avons exclus, et de la conférence de Nairobi, et des discussions désormais pour dire, c'est fini. Vous êtes des terroristes, parce que quand on vient vous tendre la main pour que vous fassiez part de vos revendications et qu'on voit comment on peut intégrer tout le monde et recommencer la vie normalement, vous choisissez ce moment pour faire la guerre et tuer des Congolais. Donc vous n'êtes pas Congolais. Voilà comment on est arrivé à
qualifier de terroristes et les écarter. Et depuis lors, je reste intransigeant. Pour nous, soit ils rentrent dans le processus comme on a dit de Nairobi avec tous les autres groupes armés, et comme on a décidé, c'est-à-dire on va vers le programme de DDRCS, démobilisation, désarmement, réinsertion, ou bien ils continuent à s'entêter comme ils s'entêtent et ils le regretteront. Alors pour le moment, la situation est entre les mains évidemment de la communauté est-africaine, comme vous le savez, qui avait chargé la force est-africaine de ramener justement ces terroristes du M23 dans le pré-cantonnement d'abord pour les désarmés et ensuite dans le cantonnement à Kini. Mais ils, sûrement entêtés par leur parrain rwandais, ils refusent de s'exécuter là-dessus. Nous avons, comme vous le savez, un processus électoral et surtout, nous avons près de 2 millions, plus de 2 millions même de compatriotes qui vivent dans des conditions infrahumaines parce qu'ayant fui toutes ces localités qui ont été occupées par ce M23, en fait par le Rwanda. Donc nous avons une urgence à la fois humanitaire et électorale. Et nous avons des limites. Nous discutons avec la communauté internationale, la communauté régionale, et nous attendons que des solutions soient trouvées de manière pacifique. Lorsque nous allons faire le constat et faire constater d'ailleurs à tout ce monde qu'ils ont été incapables de régler ça pacifiquement, nous prendrons nos responsabilités. Et à ce moment-là, advienne que pourra. Mais comme je l'ai dit, nous n'allons pas perdre cette guerre. Voilà, donc ce qu'il en était pour cette situation, donc tranquillisez-vous, il n'y a absolument ni passivité de notre part, ni complicité comme j'entends certaines mauvaises langues le dire. Ce qu'il y a, c'est simplement de la retenue parce que nous voulons d'abord donner la chance à la diplomatie, à la paix, plutôt qu'à la guerre. Mais nous n'hésiterons pas à faire la guerre si c'est ça l'ultime option pour libérer nos populations. Je terminerai peut-être par dire brièvement aussi un autre atout sur lequel, deux atouts sur lesquels nous allons beaucoup surfer dans les années qui viennent si les Congolais me redonnent leur confiance. C'est dans les domaines du numérique et dans le domaine de l'environnement. Parce que là aussi, le Congo a énormément d'atouts. Le numérique, c'est la jeunesse. Le Congo, c'est près de 60-70% de jeunes. Quand je dis de jeunes, c'est donc, c'est un avenir garanti pour nous, un avenir radieux qui est garanti pour nous, pour notre pays. Et donc, c'est de notre devoir à nous, dirigeants d'aujourd'hui, de préparer la jeunesse aux enjeux de demain. Et ces enjeux vont être très importants. Ces enjeux, c'est la transition industrielle, énergétique, écologique. Ces enjeux, c'est la taxe carbone, ce que la République démocratique du Congo peut donner. Ces enjeux, c'est l'intelligence artificielle. Donc tout ça, nous devons préparer notre jeunesse à ces batailles. Et comme notre pays sera un des précurseurs, un des moteurs même de cette transition énergétique, nous devons nous positionner. Et qui sait, devenir peut-être ce que l'Arabie Saoudite a été pour le pétrole, mais nous, dans la révolution industrielle, la nouvelle industrie. Donc nous devons comprendre ces enjeux, et la meilleure manière de les comprendre, c'est de l'enseigner à nos jeunes. Et voilà les armes que nous préparons pour le bonheur de nos populations demain.
la sécurité, mais également les enjeux à venir. Parce que nous sommes un grand pays, un grand peuple, un pays qui est envié, un peuple qui est parfois distrait par ses querelles internes, ses divisions telles que le tribalisme, l'exclusion, le clanisme, enfin toutes ces divisions inutiles. Et l'ennemi guette, il est aux aguets et cherche à venir nous prendre ce que nous ne voulons pas nous-mêmes utiliser. Nous devons l'apprendre à nos enfants et les préparer à protéger leur pays, mais également à défendre leur position. Nous avons un grand peuple, je l'ai dit, et nous avons Dieu qui a béni ce pays. On n'avait rien demandé. Aujourd'hui, regardez, nous sommes au centre de plusieurs intérêts. Nous avons dans nos sols, nos sous-sols, des richesses immenses, mais que nous devons pouvoir mettre à profit pour d'abord nos intérêts et les intérêts du monde. Aujourd'hui, on parle de dérèglement climatique. En tout cas, une partie de cette solution pour lutter contre ce dérèglement climatique se trouve en République démocratique du Congo. Donc nous devons mettre cet atout en avant et pouvoir obtenir aussi des retombées de ces capacités, ces atouts que nous avons, à pouvoir contribuer à empêcher le monde de devenir un enfer. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire. Je m'excuse de vous avoir pris du temps. Ceux qui mangeaient, je crois que les repas sont terminés, pas refroidis, mais terminés quand même. Donc je vous remercie infiniment pour être venus nombreux, m'avoir manifesté votre affection, votre soutien. Je suis convaincu qu'on se reverra à nouveau après les grands enjeux électoraux qui nous attendent. Je compte sur vos prières d'abord et sur votre soutien ensuite. Ceux qui ont été s'enrôler ici, n'oubliez pas d'aller voter. C'était une première expérience que nous avons faite avec 5 pays. Je sais qu'on vous a un peu surpris par là, mais la prochaine fois, on essaiera encore d'aller plus large, de ratisser plus large, parce que nous voulons que tous les Congolais, que toutes les Congolaises participent au développement de leur pays. Qu'ils soient en République démocratique du Congo ou en dehors, elles peuvent participer au développement de leur pays. Qu'on ait changé la nationalité ou pas, c'est vrai, il y a aujourd'hui des débats de père et de mère. Mais peu importe, quand on a ce lien avec la République démocratique du Congo, il faut participer, essayer de faire quelque chose pour notre pays. Donc voilà, je compte sur vous et je vous remercie infiniment